Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que hier 18 juillet 2013, aux environs de 22 heures, des éléments armés ont attaqué des populations favorables au Mali dans la ville de Kidal, faisant 4 morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels parmi les dites populations dont les maisons et les boutiques ont été ciblées avant d'être pillées, saccagées. Ce vendredi, le marché central a été brûlé. Certaines populations victimes se sont réfugiées dans les casernes militaires maliennes et étrangères. Le détachement militaire malien patrouille dans la ville en vue de protéger les populations. Face à cette situation, le ministre exprime son profond regret de cette grave violation de l'accord de Ouagadougou au sommet, au moment où la communauté entière s'est mobilisée pour la paix et la sécurité dans le Nord Mali. Le ministre présente ses condoléances aux parents des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre en appelle à la communauté internationale pour le respect par tous et chacun des accords et engagements nationaux et internationaux en vue de contribuer à la tenue d'un scrutin présidentiel libre, paisible et crédible sur toute l'étendue du territoire national, force restée à la loi. Le ministre invite les personnels des forces armées maliennes et étrangères à la retenue, à la vigilance pour ne pas céder ou contribuer à la provocation. Prenant à témoin toutes les bonnes volontés et la communauté internationale dans la résolution de la crise malienne, le ministre leur exprime sa profonde gratitude et sa très sincère reconnaissance. Le ministre demande aux populations de garder leur calme et rassure singulièrement ces victimes d'attaques terroristes au nord du pays que tout est mis en œuvre pour assurer leur protection et leur sécurisation ainsi que leurs biens. Sur un tout autre sujet, la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État a pris fin hier à Abuja au Nigeria, une rencontre à laquelle a pris part le président de la République par intérim, professeur John Kounda Traoré. Au-delà des questions politiques, le sommet a traité des questions économiques. Aussi, la question de l'élargissement du nombre de commissaires de 9 est passé à 15. Notons que notre pays, donc de la gestion à la politique macroéconomique, s'est vu confier également le volet recherche économique. Nos envoyés spéciaux, Awoy Touré, Dembawan. La CEDEAO, dans sa composante économique, se porte bien. Les chiffres attestent de son dynamisme, 7% de taux de croissance. Pour la consolidation de ces performances économiques, les chefs d'État, chacun en ce qui le concerne, ont pris l'engagement de poursuivre avec leur politique d'assainissement macroéconomique et de maîtrise des déficits publics. L'accélération de la mise en place du tarif extérieur commun, la finalisation de l'accord de partenariat économique régional, la levée de toutes les barrières aux échanges commerciaux ont été vivement souhaitées. Autre question importante entérinée, c'est l'élargissement du nombre des commissaires évoqués au sommet de février dernier de Yamoussoukro. Et dans la nouvelle configuration, le Mali a été renforcé. Le problème de l'élargissement du nombre de commissaires obéit à deux types de préoccupations. La première préoccupation, c'est qu'actuellement, nous avons 9 pays qui sont représentés, donc le président et le vice-président, bien sûr, du Burkina pour le président, et le vice-président du Libéria, et nous sommes 7 commissaires. Ça veut dire qu'il y a 9 postes occupés. Pour que chaque pays puisse avoir un commissaire, il faut ajouter 6, donc pour avoir 15 commissaires. La deuxième préoccupation, c'est qu'il faut dire aussi qu'actuellement, avec 7 commissaires, les postes sont extrêmement lourds. Donc cette nouvelle répartition, l'élargissement à 15 commissaires, permettrait vraiment à chaque commissaire de bien serrer de près les missions qui lui sont assignées et que ces missions soient gérables. Enfin, dans l'optique de parfaire les différentes questions économiques extrêmement importantes, le président Macky Sall a été désigné pour organiser un sommet extraordinaire au plus tard le mois de novembre prochain sur ces questions. À Abuja, toujours, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine est allé à la rencontre de la communauté malienne au cours des échanges, naturellement, les élections à venir. Nous écoutons le ministre Mariam Passamoura au micro de nos envoyés spéciaux. J'ai appelé l'Assemblée des Maliens d'Abuja en tout cas, et l'Assemblée des Maliens d'ailleurs, où qu'ils se trouvent, à aller aux urnes le 28 juillet afin que cela soit des élections transparentes, crédibles. C'est vrai, nous savions que tout le monde l'a passé à Katinina, mais si je donne un exemple,
s'il y a 6 900 000 de Maliens qui ont leur carte NINA, que ceux qui n'ont pas la carte NINA aient confiance à ceux qui l'ont pour accepter les résultats de ceux que ceux-ci vont choisir. Ça, c'est le premier appel que je vais lancer aux Maliens d'Abuja et apparemment le message est compris. Ensuite, ils ont évoqué la question des passeports. Ils estiment que les passeports qu'ils demandent leur revient souvent avec 2 mois de retard. Ce problème est noté. De retour à Bamako, nous ferons tout ce que l'on peut pour que ces total défait soit corrigé. Enfin, les fonctionnaires qui sont au niveau de la CEDEAO ont évoqué une question de sous-représentativité des cadres du Mali à la CEDEAO. Apparemment, il y a que 3% des cadres qui sont des Maliens, contre 56% pour le Nigeria, 9% pour le Burkina, 10% pour le Sénégal, ainsi de suite. Donc, c'est vrai, nous avons noté que si les Maliens sont sous-représentés, nous cherchons les causes, nous cherchons les tenants et aboutissants afin que les cadres maliens puissent être présents à toutes les instances régionales et sous-régionales. Au niveau de l'UMOA, au niveau de la CEDEAO en tout cas, nous nous battrons pour qu'il y ait un maximum de cadres au niveau de ces instances. Je vous l'annonçais dans les titres, le délégué général aux élections générales Chaka Sangaré a présenté ce matin aux représentants des candidats à l'élection présidentielle le fichier électoral biométrique. On prit part à cette rencontre les établissements impliqués dans l'élaboration d'un site prévu pour consulter les 10 documents. Compte rendu, Mohamedou Doumbia. Présenter le fichier électoral biométrique aux candidats pour l'élection présidentielle 2013 ou à leurs représentants, présenter la carte électorale 2013, chiffre à l'appui et enfin démontrer comment consulter sur Internet la liste électorale. C'est en substance le but de cette réunion organisée par la délégation générale aux élections. Pour permettre aux citoyens de pouvoir connaître leur lieu et leur bureau de vote qui manquent sur les cartes NINA, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment l'affichage des listes électorales définitives, comme c'est indiqué dans la loi, qui doit intervenir avant, au plus tard le 21 juillet, mais également la mise sur Internet du fichier électoral. Et cela va permettre sans nul doute à ceux qui savent utiliser cet outil de pouvoir connaître leur lieu et leur bureau de vote. En plus de cela, nous avons innové cette année en mettant en place le dispositif de consultation par SMS. Pour consulter dès demain à l'aide de sa carte NINA les lieux de vote, il suffira de cliquer sur www.dge2013.ml, un site créé par l'AGETIC ou par SMS. Il s'agit d'envoyer un SMS dont la syntaxe c'est LE et LE, espace. Que ça soit en minuscule ou en majuscule, ça importe peu. Donc LE et LE, espace, le numéro NINA, espace, le nom, c'est-à-dire le nom de famille. Jara Traoré Koulibaly. Ok. Donc vous envoyez ce message, ce SMS, à un numéro, c'est-à-dire court orange, qui est le 36, le 777. Donc une fois le message envoyé, vous avez la réponse. Et cette réponse précise votre numéro NINA, votre identité, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de vote et le bureau de vote. Il y a aussi pour l'étranger surtout un numéro long de l'opérateur Orange Mali qui est le 77, les 06, 06, 06. Donc ça c'est pour les électeurs de l'étranger. Aussi pour Malitel, on a le numéro court de Malitel qui est le 36, 666. On attend aussi un numéro long de Malitel pour l'étranger. À titre de rappel, pour l'élaboration des listes électorales, 32 partis politiques ont participé à la tâche et les 6 877 449 électeurs sont répartis entre 20 023 bureaux de vote contenus dans 13 075 lieux de vote. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le samedi 20 juillet 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. Il s'agit de Dramana Dambélé, Adema PASJ à 9h30, 10h, Modibo Sidibé Far, 10h30, Muntagatal, Sénid de Faso Yirwaton, 11h, Zoumana Sako, Sénas Faso R.
Le président du comité national légal accès aux médias d'État informe le candidat Mamadou Bakari Sangaré d'Iblaise, CDS Mogotigia, Soumaïla Sissé, URD, que l'enregistrement de l'entretien de 10 minutes se fera dans la matinée du samedi 20 juillet 2013. Tous les candidats prendront contact avec la direction de l'ORTM la veille de l'enregistrement pour en indiquer le lieu et l'heure. Vous pourrez suivre donc après ce journal les messages de campagne des candidats Oumar Mariko du parti Sadi, Cheikh Keïta du parti IDEA et Oumar Ibrahim Touré du parti APR. Ces messages de campagne seront suivis de l'entretien de 10 minutes avec le candidat Jamil Bitar du parti Imam. Le candidat du MPR, Mouvement Patriotique pour le Renouveau, Choguel Kokala Maïga, a tenu un meeting hier à Bougouni pour convaincre les populations du Mali Mounienké. Choguel Kokala Maïga a présenté son projet de société. Dans ce projet, il ambitionne de relancer l'économie malienne, impliquer les chefs religieux dans la prise de décision ou encore rebâtir un État fort avec une armée bien équipée. Mahamadou Bagayogo. Le candidat du mouvement patriotique pour le renouveau MPR à la conquête de l'électorat de Bougouni. Après cet accueil des grands jours, Choguel Kokala Maïga dévoile son projet de société. L'un des axes principaux du projet est la réforme des forces armées. Pendant 20 ans, on n'a pas équipé notre armée. Pendant 20 ans, on n'a pas fait l'entretien du matériel militaire dont notre armée dispose. Pendant 20 ans, on a instauré l'indiscipline dans l'armée. Pendant 20 ans, on a encouragé la corruption dans l'armée. Pendant 20 ans, on a déstructuré l'armée et notre armée a perdu ce qu'on appelle la force principale des armées, autrement dit la discipline. En conséquence, nous estimons dans notre projet de société que pour reconstruire le Mali, il faut commencer par rebâtir l'État. Rebâtir l'État, c'est donner à l'État les moyens d'exercer la force légitime contre tous ceux qui voudront déstabiliser notre pays, contre tous ceux qui voudront porter atteinte à l'intégrité de notre pays, contre tous ceux qui voudront porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes des Maliens. Les forces armées ne sont-elles pas le garant de la stabilité d'un pays en vue d'asseoir son économie, une économie forte pour la prospérité du Mali? Il faut que l'économie marche pour que les richesses qui sont créées dans notre pays puissent être redistribuées et que la demande sociale puisse être satisfaite. Cette demande sociale, pour la satisfaire, il s'agit de s'occuper de l'école, de la santé, de tous les secteurs sociaux pour faire en sorte que les Maliens se sentent bien chez lui. Dans un Mali économiquement stable, chaque Malien doit pouvoir s'épanouir. Le candidat du MPR estime à cet effet que l'égalité homme-femme est un phénomène de mode. En réalité, les besoins des femmes sont ailleurs. Le vrai problème de la femme malienne, c'est son indépendance économique. Il faut qu'elle ait les moyens d'être indépendante économiquement. Si c'est une paysanne, qu'on l'aide à faire cultiver ses champs, avoir des richesses. Si c'est un fonctionnaire, si elle est commerçante, comme ça elle peut se prendre en charge. Elle peut aider son mari, elle peut prendre ses enfants en charge. Choguel Kokala Maïga n'a pas oublié l'éducation qui va s'améliorer. En parlant justement d'éducation, il s'est appesanti sur la situation des arabisants. Vous trouverez que de l'ambassadeur au chauffeur, personne ne parle la langue du pays. Il faut des interprètes. Nous allons mettre fin à ça. Nous avons ensuite la problématique de la religion. Les lois de société ne seront plus déposées sur la table de l'Assemblée nationale, même pas au niveau du gouvernement, sans que les responsables traditionnels, les responsables religieux aient donné leur avis. Ça permet de faire voter les lois qu'on peut appliquer et faire en sorte que nous puissions avoir une société équilibrée. Il estime qu'il revient à ces derniers d'insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie malienne dans les pays arabes. L'ambassadeur de la République du Mali à Libreville porte à la connaissance de la communauté malienne vivant au Gabon que les opérations de remise des cartes Nina se poursuivront jusqu'au 27 juillet 2013. En conséquence, l'ambassadeur informe les personnes qui n'ont pas encore retiré leur carte Nina qu'elles peuvent le faire tous les jours à la chancellerie de 8h30 à 16h pour les Maliens de Libreville et auprès des présidents des conseils de base dans les provinces du Gabon. À la date du 17 juillet 2013, 70% des cartes Nina de la circonscription électorale de Libreville ont déjà été retirées par leurs titulaires. Le ministre de l'administration territoriale informe qu'il y est revenu que les individus mal intentionnés
prélèverait actuellement des numéros des cartes Nina ou même offrirait des photocopies des cartes ou de les récupérer purement et simplement auprès des personnes qui se prêteraient à ce sujet. Le ministre rappelle que le numéro Nina ainsi que la carte qui le porte sont strictement individuels et personnels et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'usage de la part de tierces personnes. Il ne sera admis à voter que le seul détenteur titulaire de l'original de la carte Nina. Par conséquent, le ministre invite chaque citoyen et citoyenne à la vigilance. Les travaux du séminaire sur la sécurisation de l'élection présidentielle à venir ont pris fin ce matin à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondembey. 85 officiers de police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de la protection civile ont pu renforcer leurs capacités en matière de technique de planification des actions de sécurisation des scrutins électoraux. Les participants sont venus des unités des 8 régions du Mali et du district de Bamako. La formation est financée par la francophonie. Reportage à Gali Agagissa. Avec cette formation des officiers chargés de la sécurisation des lieux de vote, la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet se précise davantage au Mali. Il s'agit pour les experts de la MINUSMA d'aider nos forces de sécurité à mieux accomplir la mission de couverture sécuritaire des élections. Au cours de cette formation, divers sujets tels que l'économie générale de la sécurisation d'un processus électoral démocratique, l'emploi des forces de sécurité dans un processus démocratique, la planification d'une stratégie de sécurisation, l'analyse des sites sensibles, l'action de la police judiciaire en matière de contentieux électoral, la déontologie policière et les droits de l'homme ont en outre été abordés. Cette formation qui se déroule au moment où notre pays sort d'une situation qui sera sans doute retenue comme la plus difficile de son histoire va à coup sûr contribuer à renforcer les dispositifs sécuritaires déjà en place. Une formation de ce genre délivrée à des hauts cadres des services du ministère de la Sécurité intérieure est toujours la bienvenue parce qu'elle contribue à renforcer les connaissances qu'ils ont déjà en la matière et ça leur permettra de peaufiner les préparatifs de la sécurisation de ces élections. Celle de cette année se passe dans un contexte tout particulier. Et on a donc besoin d'un grand engagement des forces de sécurité, d'une grande abnégation de l'ensemble des forces de sécurité et d'une grande vigilance par rapport à la tenue de ces élections. 85 officiers de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de la protection civile ont participé aux travaux de 5 jours sanctionnés par une remise d'attestation. En guise de reconnaissance, les participants ont à leur tour remis des cadeaux aux 6 experts. Le général du Mali en France rappelle aux mandataires des candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 l'obligation de communiquer la liste des représentants titulaires et suppléants dans chaque bureau de vote. Cette liste doit parvenir au consulat général au plus tard le 23 juillet 2013, délai de rigueur. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureau et assesseurs de la commune 6 du district de Bamako qu'une séance de formation sera organisée à leur intention le samedi 20 juillet 2013 à partir de 9h au groupe scolaire de Banankabougou. Le gouverneur du district sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. Pour parvenir à des élections transparentes, libres et apaisées au Mali, le PNUD s'engage aux côtés de notre pays. La représentation onusienne a remis ce matin des documents électoraux à la CENI. Des documents qui serviront de guide pour les délégués de la CENI les jours du scrutin présidentiel. Le représentant résident du PNUD au Mali a insisté au cours de la cérémonie sur le rôle déterminant que la CENI doit jouer pour la bonne organisation de l'élection présidentielle à venir. Mohamed Diarra. Le programme des Nations Unies apporte son soutien à la CENI pour l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet. Il a remis des documents électoraux à la structure. Il s'agit de copies de la loi électorale, des guides du délégué de la CENI dans les bureaux de vote et des guides de l'observateur des élections au Mali. Par ce geste, le PNUD répond à une requête formulée par la CENI auprès du projet d'appui au processus électoral du Mali. Pour le donateur, le geste va au-delà de la seule remise du document. Nous allons vers des élections plutôt acceptables. Pourquoi des élections acceptables? Parce que il y a des difficultés, il y a des contraintes qui sont là.
Et la responsabilité qui a été la nôtre au niveau des Nations Unies en général et du PNUD en particulier, c'est de gérer le fonds commun qui a été mis à votre disposition par la communauté internationale, par un certain nombre de partenaires techniques et financiers, ce qu'on appelle les contributeurs au basket fund. Comme on le dit souvent, les élections, toute élection comporte des germes de conflit et c'est notre responsabilité à vous et à nous d'œuvrer par tous les moyens légaux pour que les opérations soient un succès. Le message réconforte la CENI pour qui le leitmotiv est de réussir une élection apaisée dont les résultats seront acceptés par tous. La CENI est consciente de ce qu'elle peut être dans ce processus électoral en termes de renforcement de la paix, en termes de crédibilité du scrutin à venir. Et j'ai toujours dit à tous ceux qui viennent me voir pour poser des questions allant dans le sens des difficultés, je leur réponds en disant attention, les difficultés c'est derrière nous, il faut faire face aux défis qui nous attendent, c'est le défi de la paix après le processus. La finalité pour le Mali et ses partenaires est de prendre le maximum de précautions afin de montrer à la communauté internationale une nouvelle image du Mali. Voilà, fin de cette page élection. Nous restons toujours avec le PNUD. Cette organisation a offert 40 ordinateurs au ministère de la Justice. La remise a donné lieu à une cérémonie organisée dans les locaux du établissement. Compte rendu Abdul Karim Kaba. 30 postes fixes, 10 ordinateurs portables, des onduleurs et des accessoires composent l'aide informatique que le PNUD vient d'offrir au ministère de la Justice. Ce geste entre dans le cadre du programme conjoint d'appui à la promotion des droits de l'homme. Il y a des secteurs qu'il faut renforcer. Il y a des secteurs où il faut conserver la capacité, il faut l'augmenter, il faut favoriser sa montée en puissance pour parler un langage qui est très à la mode ces jours-ci. Et pour moi, parmi ces secteurs-là, il y a le secteur de la justice, il y a le secteur de la défense des droits de l'homme. Le besoin est réel en équipement informatique. Le besoin est réel, il a simplement été exacerbé par les événements de 2012. C'est dire que l'aide que vous nous apportez aujourd'hui, 40 ordinateurs, cette aide vient à point nommé. Car au nord comme au sud, l'appareil judiciaire manque de tout. Ces ordinateurs renforcent la capacité de réaction de la justice. Cette cérémonie de remise marque aussi la fin de mission du coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali. Autre grand titre de ce journal, baccalauréat malien session de juin 2013. Les résultats sont connus depuis hier. Le taux de réussite est de 13,02%, un taux légèrement en hausse par rapport à celui de l'année dernière qui était de 12,36%. Notre reporter Fademba Keïta a fait le tour de certains établissements de la capitale. Vous allez le voir, il a rencontré des candidats partagés entre joie et tristesse. Suivons son reportage. Les résultats du baccalauréat malien session de juin 2013 sont tombés depuis hier. Au lycée privé Avenir de l'Hippodrome, en commune 2 du district de Bamako, sur les 420 candidats présentés à l'examen, 41 sont admis. Cette année, en essai, il y a eu 3 passants. En essai cette année, 3 passants sur les 13 candidats présentés. En SH, il y a eu 12 passants. En LL, il y a eu 13 passants. L'année dernière, c'était 16. Et en SB, 6 passants. Face aux résultats alarmants enregistrés au lycée Bamneta Diallo, lycée des jeunes filles, et au lycée Massamara Diabaté, les administrateurs demandent une remise en cause. Sur les 254, 24 sont admises. On a organisé des devoirs en commun dans toutes les classes du terminal, chaque mercredi après-midi. Et c'est ce résultat qu'on a eu. Ces résultats reflètent réellement le niveau de nos élèves. Sur cet effectif de 1120 candidats, il y a 147 qui ont reçu le baccalauréat session de juin 2013.
j'étais parmi les admis. Bon, je suis très contente. Ils ont tous été les bons à contraire. Cette année, j'étais le seul, j'ai échoué. J'ai mes enfants il y en a qui sont à l'université. Bon, le dernier, malheureusement, il n'a pas passé cette année. Et il n'a jamais redoublé. Et cette année, il n'a pas passé. Et je pense que c'est la paresse de l'enfant. Cette légère hausse, 13,02% cette année contre 12,36% en 2012, est loin d'atteindre les taux enregistrés par certains pays de la sous-région. Au niveau du Burkina, à la session de juin 2013, ils sont à 33,53%. Au niveau du Bénin, ils sont à 32,35%. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont à 33,58%. Au niveau du Sénégal, ils sont à 39%. Et nous sommes à 13,02%. Donc, il appartient aux uns aux autres de tirer la conclusion. Pour le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, ces résultats sont le reflet de la réalité malienne. Les résultats sont très loin d'être satisfaisants dans la mesure où il faut avoir 50% pour dire que les résultats sont acceptables, passables. Les enseignants, les élèves, les parents qui ont inscrit leurs enfants, qui les nourrissent, qui les habillent, qui les transportent, qui les logent et qui doivent les suivre à la maison, et l'État. Donc, c'est l'ensemble de ces 4 composantes-là qui doivent, chacune à son niveau, réfléchir sur sa part de responsabilité et ensuite, ils doivent se retrouver pour situer les responsabilités des uns et des autres et enfin décider d'orienter ou de réorienter le système éducatif. D'un verdict à un autre, la cour d'assises de Bamako a rendu son verdict aujourd'hui sur les 74 dossiers qui lui avaient été soumis. 72 ont été jugés. Il ressort de ces jugements 28 acquittements, 29 condamnations. À la clôture des travaux, le procureur général près la cour d'appel de Bamako a insisté sur la modernisation de l'outil de travail de la police et de la gendarmerie. Une question d'actualité, Sira Batili. Les arrêts de la cour d'assises de Bamako au terme de sa deuxième session font état de 28 acquittements, 21 condamnations avec sursis. 29 personnes ont écopé des peines d'emprisonnement ferme et 10 des peines de réclusion. 22 accusés ont été condamnés par contumace. À ce lot s'ajoutent des amendes, dommages et intérêts et des remboursements à hauteur de 322 millions environ. La tâche a été donc rude pour la justice, mais elle pouvait être allégée si la police et la gendarmerie étaient bien équipées. Les investigations policières ne seront jamais un modèle du genre tant que les pouvoirs publics ne prendront pas à sa juste mesure l'importance de doter les services d'investigation des moyens techniques et scientifiques performants, d'une part, mais également d'une formation adéquate et de qualité. Parce que le crime se perfectionne et il faut que les moyens pour le contrer ou pour le combattre soient également à hauteur. Dans le commissariat de police, parce qu'on n'a aucun moyen scientifique et technique, c'est la matraque qui sert souvent de laboratoire de police technique et scientifique. Il faut que cela change. Nécessité donc d'investigation plus fouillée pour la police et la gendarmerie, le procureur général a également fait cas des failles dans d'autres secteurs comme l'éducation. Les jeunes qui ont échoué à l'école viennent grossir le rang des délinquants. Repère de la vie, la justice doit faire son travail comme l'impose le respect du droit. La justice est animée par des hommes qui sont avant tout des citoyens. Je crois que le rôle et la responsabilité de chaque Malien à l'aune des épreuves que nous traversons est interpellé. Et c'est pourquoi moi, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à ce que citoyens d'abord, chaque Malien puisse se prononcer sur les grandes questions qui se posent actuellement. Donc, à mon avis, la justice, indépendamment de sa neutralité ou bien de son obligation de réserve, peut se prononcer sur des questions essentielles de la vie de la nation. La cour d'assises a donc permis de constater l'usage des armes de plus en plus fréquent par les populations, le vol des motos et la pédophilie qui s'accentuent. La liste est longue. Ce sont donc au total 15 infractions qui ont été révélées au cours de ces assises.
Célébration de la journée internationale Nelson Mandela ou Mandela Day au Mali, c'était lors d'une soirée artistique et culturelle organisée par l'Association pour la promotion de la culture africaine. La soirée a été marquée par une exposition de photos des prestations artistiques en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture et de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud dans notre pays, Cheikh Oumar Sangaré. Cette célébration de la journée internationale Nelson Mandela est une première au Mali. C'est à la faveur d'une soirée artistique et culturelle riche en couleurs. L'initiative est de l'Association pour la promotion de la culture africaine APK. Elle vise à rendre hommage au leadership et de l'héritage humanitaire de celui qu'on surnomme Madiba. L'Association pour la promotion de la culture africaine vous invite ce soir à une communion de pensée, de dédicace à l'homme dont la grandeur de l'âme, son sens de l'histoire l'ont imposé à la conscience universelle comme l'icône du combat pour la démocratie. C'est la Fondation Nelson Mandela qui avait lancé un mouvement mondial en faveur du bien, ce qui est devenu plus tard cette journée célébrée le 18 juillet, date anniversaire de Madiba. Il s'agissait pour chacun de nous de consacrer 67 minutes de son temps à faire du bien dans nos communautés respectives. 67 minutes symbolisant les 67 années de militantisme de Mandela. La journée internationale Nelson Mandela célèbre le potentiel que chacun de nous a pour changer le monde. Une exposition photo sur le thème Mandela, une source d'inspiration pour le monde, une danse avec la flamme de l'Ivoirienne Kouroutoum Ouattara, une prestation de marionnettes et celle de la troupe multinationale de musique Afrique Réveil ont été les temps forts de cette soirée. Écho de nos régions à présent à Caille, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rencontré hier le commandement des forces de défense et de sécurité de la région. Les échanges ont porté sur la sécurisation du processus électoral. Le général Tchefing Konaté a profité de l'occasion pour procéder à la pose de la première pierre des nouveaux locaux de la direction régionale de la police de Caille. La construction de ce bâtiment va coûter à l'État malien environ 254 millions de francs CFA. Mahamadou Alioubari. Dans la capitale des rails, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile voulait échanger avec les autorités régionales et le commandement militaire sur la sécurisation de l'élection présidentielle du 28 juillet. Le général Tchefing Konaté les a informés des mesures prises par les forces de défense et de sécurité pour permettre aux Maliens de voter en toute quiétude. Nous avons fait le point avec le gouverneur et les forces de sécurité et l'armée. Alors, tout est fin prêt. Alors, pour que avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection, pour que les forces de sécurité et l'armée, en rapport avec l'administration, alors assurent le déroulement de ces élections dans les conditions de paix et de sécurité maximum. L'autre temps fort de la visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a été la pose de la première pierre de la nouvelle direction régionale de la police, située à Kaindi, dans la commune rurale de Kouloum. Cette pause fait suite à un constat établi par le ministre Tchefing Konaté il y a 5 mois de cela. Quand je suis arrivé donc à la direction régionale de la police de Caille, comme le gouverneur vient de le dire, j'ai été choqué de constater que le directeur régional de la police de Caille et le commissaire du premier arrondissement de Caille se trouvent pratiquement dans un même bureau. Des bureaux exigus et des locaux situés en plein centre commercial. La future infrastructure sera bâtie sur une superficie d'1 demi-hectare. Entièrement financée par le budget d'État à hauteur de 253 millions de francs CFA, elle sortira de terre dans 9 mois et les travaux seront exécutés par le groupe Commerce. Sécurité toujours à Tombouctou. Les forces armées de sécurité viennent d'enregistrer l'arrivée d'un nombre important d'éléments de la garde républicaine. Ces derniers ont été aussitôt déployés dans les cercles de Niafunké, Diré et Tombouctou. Ils auront pour mission d'assurer la sécurité des citoyens lors du scrutin à venir, compte rendu à Damadjimde. Pour une meilleure organisation de l'élection présidentielle, les différents acteurs au niveau de la 6e région s'engagent à fond. Les forces armées et de sécurité renforcent leur présence sur le terrain. La garde nationale, la force la plus proche de l'administration, se déploie progressivement. La garde nationale est la force la plus décentralisée au Mali. Donc leur arrivée ne fait que d'abord renforcer les dispositifs sécuritaires de Tombouctou
d'une part, et d'autre part, et c'est prépositionné dans des endroits où la garde existait avant. Déjà en 24 heures à leur arrivée, la garde a pu être déployée déjà à Diré, à Niafouké, et il y a déjà une compagnie également à Gourma-Raous. C'est des éléments qui sont vraiment décentralisés et auprès des préfets et des sous-préfets. Donc ça ne fait que renforcer d'abord notre capacité opérationnelle et d'autre part encore sécuriser les élections. Avec ces hommes en plus, les électeurs seront davantage sécurisés. La troupe arrive ainsi à l'estime de son commandement. C'est des éléments vraiment très bien formés. Ils connaissent leur boulot et ils ont le soutien de toute la région militaire pour les assister dans leur noble mission qui, le résultat se fera sentir au cours des élections du 28 juillet. C'est dire que les éléments sont prêts pour le 28 juillet prochain. Retour ici à Bamako où l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration tient depuis ce matin son conseil d'administration. Au menu de cette rencontre, l'examen des rapports d'activité de l'année écoulée et l'adoption du programme d'activité pour l'année 2014 à Lousseini Touré. L'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali est un établissement public à caractère administratif qui vise la réalisation et la gestion des ouvrages d'assainissement, leur réhabilitation et le transfert de leur maîtrise d'ouvrage de l'État aux collectivités territoriales. Nous traitons les liquides, nous les rendons acceptables pour le milieu récepteur. Le milieu récepteur par rapport à la station de Sotiba, c'est le fleuve Niger, donc qui est la principale source d'eau potable de la population de Bamako. Les résultats de l'exercice précédent ont été jugés positifs malgré les difficultés que connaît l'agence. Présentement, on n'a pas de ressources propres. Nous fonctionnons essentiellement sur les ressources de l'État, le BESI, parce que notre projet de décret n'a pas été adopté. Nous traitons les eaux usées, nous rendons un service, alors il faudra obligatoirement que nous percevons quelque chose par rapport au service rendu. L'ANGSM s'active actuellement sur des chantiers dits prioritaires et sur lesquels les administrateurs se sont penchés à l'occasion de cette session du conseil d'administration. En termes de défis, on peut rappeler entre autres la réhabilitation des systèmes de canalisation des eaux usées de l'hôpital du Point G, la gestion des substances toxiques générées par l'exploitation des stations d'épuration, surtout celles de Sotiba, et les mesures de sécurité appropriées contre les risques sanitaires. L'étude relative à l'élaboration du schéma directeur d'assainissement de la ville de Caille, les travaux de construction d'une station de teinturerie dans la zone industrielle du district de Bamako, phase 2, l'achèvement de la construction des chantiers du cours, l'instauration de la redevance du service public d'assainissement des eaux usées, le renforcement des capacités de l'agence, et l'application de l'accord d'établissement. Les administrateurs ont examiné les rapports d'activité ainsi que les rapports financiers de 2012, ceux de 2013 à mi-parcours et les prévisions pour l'année à venir. Les acteurs de l'Office de développement rural de Sélingué s'engagent à nouveau pour 3 ans de synergie d'action pour améliorer la productivité dans les zones d'intervention de l'Office. Il vient d'adopter le contrat-plan 2014-2015. C'était à la faveur de la réunion de suivi du contrat-plan tenue hier à Sélingué. Compte rendu, Moussokura Konaté. La mise en œuvre du contrat-plan 2014-2016 entre l'Office de développement rural de Sélingué, l'État et les producteurs devra permettre l'atteinte de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Cela dans un contexte de gestion durable des ressources naturelles et d'adaptation au changement climatique. Ce contrat-plan définit les engagements de chacune des 3 parties. Pour ce qui concerne l'État, il s'engage à mettre à disposition les dotations budgétaires nécessaires à la réalisation des activités contenues dans le présent contrat-plan. Les engagements de l'État se composent de 2 parties. La première partie, c'est l'appui de l'investissement de l'État en termes d'investissement à travers le budget spécial d'investissement. Le deuxième niveau d'investissement, c'est aider effectivement l'Office à prendre en charge un certain nombre de coûts liés à l'électricité, liés au salaire et au fonctionnement de l'entreprise. Donc l'État s'engage effectivement à le faire et l'État a toujours honoré ses engagements. L'objectif ici, c'est d'augmenter la productivité et la prise en charge des paysans de leur avenir par rapport à ces projets. Le rôle de l'Office de développement rural de Sélingué est de créer un environnement favorable au développement économique et social dans ces zones d'intervention. Le nouveau contrat-plan s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'ancien. Il s'agit de renforcer les capacités des producteurs à se prendre en charge pour l'intensification agricole. Les producteurs aussi se sont engagés
à faire les entretiens courants et à s'acquitter du paiement des redevances. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité de l'État de mobiliser les ressources pour permettre l'extension du périmètre de Séléngué et la pleine exploitation du périmètre de Maninkura. Les producteurs ont la responsabilité de restructurer le monde rural selon le modèle coopératif avec l'implication des jeunes et des femmes dans la prise de décision. Le respect de ces engagements permettra à l'Office de développement rural de Séléngué d'envisager une production annuelle de plus de 75 000 tonnes de riz, 110 000 tonnes de céréales sèches, 13 000 tonnes de légumineuses et 480 000 tonnes de semences. Un accent particulier sera mis sur la diffusion du maïs hybride et l'utilisation de la fumure organique. Monde agricole toujours à Ségou, l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture a tenu sa première session 2013, c'était hier. Les délégués des cercles de la région et leurs partenaires ont échangé sur les projets et programmes de développement de la productivité agricole. Compte rendu Fousseni Samaki. Cette première session de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Ségou vise 3 objectifs principaux, à savoir faire le point d'exécution des sous-projets financés par le projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali PAPAM, partager les points d'exécution techniques et financiers 2013 de la Chambre régionale d'agriculture de Ségou et récomposer le comité d'approbation des sous-projets conformément aux filières retenues par la Banque mondiale. Cette session est une occasion pour nous non seulement de vérifier ce qui est déjà fait en 2013 par la Chambre d'agriculture régionale, mais aussi d'impliquer tous les acteurs de la productivité agricole pour une bonne gestion des sous-projets des filières détenues par la Banque mondiale. Les échanges permettront de partager les avancées et les difficultés rencontrées dans l'exécution de ces sous-projets. La présente session de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture se tient dans un contexte marqué par l'angoisse des populations quant à l'installation tardive de la pluviométrie. Je vous invite à une saine gestion de ces subventions, fruits d'énormes sacrifices de l'État et de tout le peuple malien. La Chambre régionale d'agriculture de Ségou couvre 7 cercles, dont 3 sont concernés par la riziculture irriguée à maîtrise totale de l'eau développée par l'Office du Niger. Le tout nouveau bureau de la coopérative interprofessionnelle pour la transformation du lait local du Mali sera dirigé désormais par Abou Nyangadou. Le bureau de 15 membres a été installé lors de la première assemblée générale constitutive de l'organisation. Reportage à Guibou Koulibaly. Notre pays dispose désormais d'une coopérative interprofessionnelle pour la transformation du lait local du Mali. Le vœu tant souhaité par les acteurs, partenaires techniques et financiers de la filière lait est devenu réalité. On ne peut pas du tout arrêter l'importation des produits laitiers. Mais ce qu'on peut faire, c'est de réduire la facture. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 milliards de devises qui sortent pour l'importation de produits. On va supprimer. Mais notre objectif, c'est au moins diviser ça par 2, qui est au moins 10 milliards, sinon 5 milliards dans les 5 ans à venir, pour que même si on importe, mais qu'on importe très peu de lait. Nous produisons aussi beaucoup de lait. Dans certaines zones enclavées, une grande quantité de lait qui se produit, mais malheureusement, il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir, en tout cas, les collecter. La première priorité du bureau de la coopérative interprofessionnelle de transformation du lait local du Mali est la mise en place d'une unité de transformation. Pour 3 ans, notre idée, ça c'est pour la usine, la transformation. Ça c'est notre idée. C'était un pas essentiel qu'on devait franchir, en tout cas pour le développement et pour que cette filière puisse atteindre sa vitesse de croisière. Il revient maintenant à la nouvelle structure de se mettre à la tâche pour la promotion et la valorisation de la filière lait au Mali. Comme vous le constatez, une large place est accordée au monde agricole dans cette édition. L'Association malienne pour la survie au Sahel et le Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec l'organisation Interéglise au développement, viennent de doter le cercle de Diré et de Tumboutou d'un nouveau projet. Cette structure, financée à hauteur de 30 millions de francs CFA, vise à renforcer les moyens de résilience des ménages vulnérables au nord du pays. Reportage Adama Djimde.
Les élus et les populations de la commune de Alafia dans le cercle de Tombouctou étaient tout heureux en recevant le projet de renforcement en moyens de résilience des ménages vulnérables retournés des régions nord. L'option choisie est la relance de la production céréalière et maraîchère dans les zones libérées. D'un montant de près de 30 millions de francs CFA, le projet est une initiative conjointe Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, et le Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en partenariat avec l'Organisation inter-église de coopération au développement. AMSS est chargé au niveau des communes d'Alafia, Bouramenali, Ber, Lafia, Bouram Sidi Amar, Arham et Diré. L'identification de 2260 ménages vulnérables, distribution des semences de qualité. Cette initiative astreint encore une fois à s'assurer que l'AMSS est un partenaire exemplaire dont la force réside fondamentalement dans sa capacité à monter des interventions idoines en éducation avec les besoins cruciaux du moment et à mobiliser les ressources nécessaires à leur opérationnalisation. Cette nouvelle structure intervient au profit des bénéficiaires des cercles de Tombouctou et de Diré. Toute initiative allant dans le sens du soulagement de souffrance de nos laborieuses populations ne pourra que nous réconforter. Le combat continuera auprès des populations pour une appropriation des dispositions ainsi prévues. Le présent projet contribuera à renforcer la sécurité alimentaire des déplacés en cette période de soudure. Bamako abrite un atelier international sur la démocratie, la bonne gouvernance et les techniques de l'information et de la communication au service du développement durable et la lutte contre la corruption. Compte rendu Isaac Tienou. Ce séminaire porte sur la démocratie, la bonne gouvernance éthique au service du développement durable et la lutte contre la corruption. Il a pour objectif la paix et la sécurité. Cette session regroupe plusieurs départements parmi lesquels celui de la communication, de la sécurité, de l'environnement et de l'assainissement, de la défense et de la sécurité. Une orientation stratégique qui a pour objectif principal la simplification des procédures de gestion, de gouvernance, d'élections transparentes et d'établissement des lois et réglementations. Un renforcement des capacités sur la démocratie, sur la bonne gouvernance et l'éthique est nécessaire et d'où l'intérêt de ce type de séminaire. Ce séminaire et cet atelier cadrent non seulement avec les objectifs principaux de la transition pour une sortie durable de la crise malienne, mais aussi pour une reconstruction durable du Mali. Cet atelier, vous disposerez désormais des connaissances pour promouvoir la démocratie au Mali et pour aider vos organisations à adopter une démarche qualité à travers la méthodologie de bonne gouvernance qui met en exergue l'intérêt de l'usage des TIC, des télécommunications et des réseaux, en particulier des réseaux sociaux, au service du développement durable, de la lutte contre la corruption, la paix et la sécurité. C'est un séminaire qui cadre avec les objectifs de la transition pour une sortie de crise, incluant l'organisation d'élections transparentes et crédibles. La plateforme des droits économiques, sociaux et culturels du Mali, en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme et Amnesty International, ont organisé ce matin une conférence de presse sous le thème « Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ». La conférence a pour but d'informer les hommes de médias sur l'importance de la ratification de ce document. Khadiatou Kone pour plus de précisions. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels PIDESC a été adopté en 1966 en même temps que celui relatif aux droits civils et politiques. Ils sont justiciables depuis fort longtemps à travers 2 protocoles additionnels. Le Mali est parmi les 3 premiers signataires du protocole facultatif depuis le 24 septembre 2009, mais tarde à la ratification. Compte tenu de cette situation, la plateforme des droits économiques, sociaux et culturels du Mali, en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme du Mali et Amnesty International Mali, se mobilise pour sa ratification dans notre pays. Le protocole-là, il doit servir justement à assurer les droits économiques, sociaux et culturels des Maliens. Donc, par la ratification, le Mali s'engage à garantir les droits économiques, sociaux et culturels de tous les Maliens, de permettre aux Maliens de vivre dans la dignité et de combattre la pauvreté. Au cours des échanges, les préoccupations des journalistes ont porté sur la non-ratification du protocole par les autorités. Il faut reconnaître que les autorités n'ont pas bien compris les enjeux.
autour de ces droits économiques, sociaux, culturels. Ils n'ont pas compris le texte. Le protocole facultatif aussi n'a pas été bien compris. Et le manque de volonté politique qui empêche l'État du Mali à ratifier cet important instrument relatif aux droits essentiels, aux droits fondamentaux de l'homme. Les conférenciers ont toutefois invité le gouvernement à adopter le texte d'autorisation de la ratification de cet important protocole facultatif qui protège davantage le droit des Maliens à vivre dignement. La coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous et ses partenaires était face à la presse. L'objectif est d'informer les journalistes sur l'activité que la coalition a menée auprès des candidats. Il s'agit d'obtenir des engagements des différents candidats à l'élection présidentielle pour renforcer l'accès aux services sociaux de base. Moussa Fani. Cette conférence de presse de la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous vise à informer les hommes des médias sur l'activité de la coalition pendant la campagne électorale. Les initiateurs veulent amener les acteurs de la société civile à suivre les engagements auxquels ont souscrit les candidats. Nous attendons que ces candidats s'engagent à ces services sociaux de base et surtout qu'ils respectent ces engagements. C'est ça que nous attendons. Et cette interpellation justement pour discuter directement avec eux, mettre vraiment sur papier des choses que nous ayons tous peut-être établis ensemble et puis pouvoir suivre après. Parce que notre rôle, c'est interpeller, notre rôle, c'est suivre les engagements. Pour la présidente de la coalition, le rôle de celle-ci n'est pas de donner des consignes de vote, mais plutôt d'analyser le projet de société qui prend en compte les préoccupations des populations. Notre rôle, c'est de faire voir à nos membres quels sont les candidats qui prennent vraiment, en tout cas dans leur projet de société, les besoins en compte. Ça, c'est extrêmement important. Et puisque ce sont nos préoccupations, je pense que cela certainement guidera les uns et les autres. Mais nous ne pouvons pas demander à quelqu'un de voter pour X ou Y. Je pense que ce n'est pas notre rôle. Une séance d'interpellation sur les questions essentielles en matière de services sociaux de base sera organisée à l'intention de chaque candidat. Elle se fera sous forme de débat qui devra aboutir à la signature des cartes d'engagement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. L'ensemble de la rédaction vous donne rendez-vous demain à 13h. Une présentation de Amara Malé Diallo. Je vous donne rendez-vous pour la grande édition du soir. S'il plaît à Dieu, retrouvez cette édition en visitant notre site www.ortm.ml. Bonne suite de Ramadan. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.